C'est moi qui vous remercie de m'accueillir ce soir pour vous parler de Paris, capitale industrielle au XIXe siècle. Et je ne sais pas si je vais vous donner le vertige, comme Victor Hugo l'avait en regardant Paris, mais effectivement, accoler Paris à l'expression capitale industrielle pourrait paraître un peu provocateur, iconoclaste, nous, habitants du XXe siècle, sur un Paris qui s'est globalement désindustrialisé. Paris était-elle une capitale industrielle ? Ce qu'il reste de ce Paris du XIXe siècle, finalement, c'est le Paris haussmannien, essentiellement. Un Paris haussmannien qui a été, en fait, de manière très sélective conservé, puisqu'on ne retrouve plus les traces de l'industrie. La désindustrialisation récente des dernières décennies, en fait, nous fait oublier à quel point Paris a été aussi une capitale industrielle. Et en commençant ce cours, cet exposé, je voulais vous montrer une illustration qui, en fait, montre à quel point Paris, dès le XIXe siècle, s'intéressait beaucoup à l'industrie. Sur cette illustration, nous sommes ici dans la Galerie des Machines de l'exposition universelle de 1867. Et cette Galerie des Machines a eu un succès phénoménal. Succès phénoménal non pas parce que le public venait y regarder l'exotisme des machines, l'exotisme du phénomène industriel, mais c'est bien parce que Paris venait s'admirer, Paris venait se regarder en miroir, cette société industrielle qui avait commencé à la façonner. Et c'était Paris qui s'auto-regardait. Nous sommes ici en 1867, vraiment à l'apogée du Second Empire, à l'apogée des travaux haussmanniens qui, soi-disant, ont rejeté l'industrie parisienne en dehors des murs. Cette exposition universelle a par ailleurs montré à quel point l'industrie parisienne était forte, dynamique. Les récompenses de cette exposition universelle sont à très forte majorité parisiennes, et cela restera le cas jusque les années 1900, à travers les différentes expositions universelles. Quelles sont les raisons de cette méconnaissance du Paris industriel du XIXe siècle ? Elles sont de différents ordres. Tout d'abord, le Paris du XIXe siècle, c'est un peu un Paris qui est coincé entre la ville des Lumières du XVIIIe siècle, cette grande ville où l'air devait circuler, où les constructions devaient avoir une dimension politique et culturelle très importante. Donc coincé entre cette ville des Lumières et cette ville du XXe siècle, tertiaire, essentiellement une ville de services, financière, culturelle, touristique. Et coincé entre ces deux grands siècles, le Paris du XIXe siècle est oublié, ce Paris qui fut avant tout un Paris industriel. Le mythe haussmannien de ces grandes réalisations, je parle de mythe dans son côté anti-industriel, nous fait penser aussi que Haussmann a voulu libérer Paris de son archaïsme industriel ou artisanal. On verra qu'on peut lire les constructions haussmanniennes ou la politique haussmannienne de façon un peu différente. Par ailleurs, d'autres dimensions plus de l'ordre de la profession d'historien peuvent nous permettre de voir ou de comprendre pourquoi on oublie que Paris était un Paris industriel. D'une part, une perte d'archives indéniable avant 1871, une grande partie des archives ont disparu à la suite de l'incendie de l'hôtel de ville. Par ailleurs, une reconfiguration urbaine qui a fait peu de place aux espaces du travail et donc pour lesquels il reste peu de traces à l'heure actuelle, peu de traces en termes de patrimoine industriel, j'y reviendrai, et qui rendent en fait ce passé un peu moins lisible. Et puis enfin, sans doute, peut-être aussi une forme de préjugé, de dédain pour ce monde du travail, pour ce monde manuel, alors que Paris se regarde en miroir comme une ville culturelle, touristique, intellectuelle, politique. Denis Voronoff, le grand historien de l'industrie en France, disait que dans cet oubli de l'industrie à Paris, ou pour mieux dire dans ce désintérêt sélectif, il y a une part de refoulement dont il faudra un jour faire l'histoire. Bien heureusement, depuis une quinzaine d'années, surtout en fait, depuis la décennie 1990, il existe un renouveau historiographique qui retrouve en fait cette histoire industrielle de Paris. Ce renouveau historiographique, d'une part, on peut le voir dans la thèse de Jeanne Gaillard, Paris sous le Second Empire, publiée en 1997, mais aussi dans les travaux de Denis Voronoff, Louis Bergeron, Jean-François Bellost, Paul Smith, Alain Faure, André Guilherme, qui se sont tous intéressés finalement à l'industrie, au phénomène industriel dans Paris, et qui nous ont tous montré que finalement Paris a été à un moment donné, bien sûr, la capitale industrielle de la France. Alors pour se faire une idée de l'industrie à Paris, ce n'est pas facile. Il existe beaucoup en fait d'études sectorielles, soit sur un secteur industriel déterminé, soit sur une aire géographique restreinte. Et ces études passionnantes et instructives sont nombreuses.
mais on a du mal à se faire une synthèse de l'industrie à Paris au XIXe siècle. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un panorama assez rapide, en un peu plus d'une heure, de ce que peut être une synthèse de l'industrie à Paris au XIXe siècle. Mais il est vrai que Paris ne s'est pas construit sur l'industrie comme des villes comme le Creusot, par exemple. Et donc, l'industrialisation de Paris ne s'est pas bâtie sur un espace vierge. Donc, il est difficile de saisir les traces de cette implantation, d'en voir l'évolution, la maturité, puis la disparition. Dans un tissu urbain très dense, nous avons affaire à une ruche bourdonnante qu'il n'est pas évident de saisir dans sa totalité. Et en 1768, donc bien avant l'industrialisation de la capitale, un secteur artisanal déjà très important, on pouvait déjà voir qu'il était très difficile de distinguer ce qui relevait du domaine industriel de ce qui relevait de la vie de la ville, tout simplement. Par exemple, l'abbé d'Expilly, dans son grand dictionnaire des villes de France, indique que la diversité et la multiplicité des articles qui se vendent ou se fabriquent à Paris ne permettent pas d'en donner le détail. Mais à cette remarque, elle continue, elle perdure tout au long du XIXe siècle, et il est effectivement extrêmement difficile d'avoir une vision unifiée et synthétique de l'industrie à Paris, bien qu'on puisse quand même en détailler quelques grandes phases. Donc, c'est un petit peu l'objectif que je me donne aujourd'hui, c'est de vous détailler ces grandes phases de l'industrialisation de Paris et aussi de retracer un petit peu quels sont ces apports en termes de compréhension du tissu urbain, en termes d'architecture et en termes de patrimoine. Je traiterai ça en 4 temps. Premier temps, celui des fondations. À partir de quand Paris se dote d'une industrie? À partir de quand l'industrie s'implante-t-elle à Paris de façon pérenne et structurelle? Ce seront donc la fondation. Ensuite, un regard sur les structures économiques. Pour comprendre ce que c'est en termes d'architecture ou de patrimoine, il faut comprendre un petit peu quelles étaient les structures économiques de cette industrie parisienne. Enfin, troisième point, regardons les répartitions spatiales qui ont lieu à Paris et leurs évolutions. Et enfin, ça nous permettra de comprendre un peu mieux ce qu'est l'industrie dans la ville à Paris au cours du XIXe siècle. Alors, les fondations, quelles sont-elles? Jeanne Gaillard, dans sa grande thèse donc, sur le Paris du Second Empire, dit que le pacte entre la ville et l'industrie a eu lieu en 1778, lorsque les premières pompes à feu, c'est-à-dire des machines à vapeur, pompes à feu des frères Perrier, des machines à vapeur qui servaient à lever l'eau de la Seine pour approvisionner Paris en eau, donc lorsque ces premières machines à vapeur ont été implantées à Paris, et que ce pacte industriel, c'est-à-dire cette acceptation de l'industrie qui a eu lieu donc à la fin du XVIIIe siècle, a permis de fonder la possibilité industrielle en ville. Alors c'est vrai que d'un point de vue structurel, c'est à partir de cette fin du XVIIIe siècle que le phénomène industriel est accepté dans Paris. Ça ne veut pas dire que l'artisanat ou l'industrie était absente. On trouve des grandes manufactures à Paris, manufacture des Gobelins, par exemple, dès avant la Révolution française. Mais il est vrai que le phénomène industriel en tant que tel va commencer à se mettre en place au début du XIXe siècle. Selon quel biais? Selon quelle dynamique? Selon la dynamique de son acceptation. Parce que l'industrie à Paris n'a pas sa place acquise au XVIIIe siècle et se pose un grand débat au début du XIXe siècle de savoir si il est souhaitable, utile, convenable d'accepter des implantations industrielles dans Paris. Et ce grand débat est réglé durant la première partie du XIXe siècle sous la houlette de Chaptal. Chaptal était ministre de l'Intérieur entre 1800 et 1804. C'est lui qui crée les grandes institutions préfectorales, par exemple. C'est lui qui crée aussi les grandes institutions de l'encouragement économique en France, Société d'encouragement pour l'industrie nationale, Chambre de commerce. Et en tant que ministre de l'Intérieur, au début du XIXe siècle, il a réglé la question de l'industrie en ville. Il l'a réglée notamment sous l'angle des nuisances qu'elle provoque. En effet, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, une grande partie de la population parisienne commence à se plaindre de cette industrie qui se met en place dans Paris, phénomène nouveau. Elle s'en plaint pour des questions de nuisances, fumée, odeur, souillure des eaux. Et Chaptal a en charge de résoudre cette question. Industriel lui-même, il est acquis au développement industriel. Et il va mettre en place un conseil de salubrité. Un conseil de salubrité qui va être en fait l'instance de régulation et de conseil, avant tout, mais une instance de régulation en fin de compte.
une instance d'évaluation du phénomène industriel sur ses impacts sur l'environnement. Et c'est à l'issue de ce rôle d'expertise que le phénomène industriel va pouvoir se mettre en place. Qui sont les membres de ce Conseil de salubrité? Ce sont tous des grands savants. Ils sont tous membres de l'Académie des sciences, médecins, chimistes essentiellement, ou ingénieurs. Ils sont tous acquis au phénomène industriel. Ils ont pour rôle, en fait, d'évaluer le degré de nuisance d'une industrie, et dans leurs conclusions, leur préjugé favorable à l'industrie va en fait permettre de légitimer la place de l'industrie par la minimisation de ses nuisances. On va le voir avec quelques exemples. Le rôle de ce comité de salubrité au sein de l'industrialisation parisienne. Première étape, faire une distinction entre ce qui est insalubre et incommode. La ville du XVIIIe siècle ne tolérait pas l'industrie, qu'elle soit incommode ou insalubre en ville. En distinguant l'insalubrité, c'est-à-dire tout ce qui peut nuire à la santé publique, de l'incommodité, tout ce qui peut gêner, les hygiénistes du Conseil de salubrité, sous la houlette de Chaptal, vont permettre de distinguer ce qui est acceptable de ce qui n'est pas acceptable. Et ce qui va être inacceptable, ça va être l'insalubre. Ce qui va être acceptable, en revanche, c'est l'incommodité. Prenons un exemple. Je reviendrai sur ce graphique tout à l'heure. Prenons un exemple, celui des corroiries. Les corroiries, donc, c'est un secteur de l'industrie du cuir, qui consiste à corroyer après le tannage des cuirs, des cuirs pour en faire des ceintures, par exemple, ou des harnais. Ces corroiries étaient strictement interdites en ville avant la Révolution française, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'elles dégageaient des odeurs assez fétides. Il fallait imprégner les cuirs d'une huile grasse qui pouvait se putréfier. Et par ailleurs, elle faisait beaucoup de bruit parce qu'il fallait incorporer cette huile à l'aide de bâtons, en fait, et donc taper quasiment au marteau à longueur de journée. Donc pour toutes ces raisons, les corroiries étaient interdites de la ville au XVIIIe siècle. Mais au XIXe siècle, il s'avère que les hygiénistes considèrent que ces ateliers sont certes gênants, incommodes, et qu'il n'est pas très agréable d'habiter à côté, mais qu'elles ne sont en aucun cas insalubres, c'est-à-dire qu'elles ne nuisent pas à la santé publique. Et cette disjonction entre deux types de nuisances, en fait, va aboutir à ce résultat qu'il n'est pas souhaitable d'interdire une industrie qui peut être utile pour le commerce si elle ne gêne pas à la santé, si elle n'est pas nuisible à la santé publique. Donc, les habitants de Paris doivent bien s'accommoder d'une certaine forme de gêne parce que, en termes de bénéfices, ne serait-ce que pour l'économie, la société a tout à y gagner. Alors, cet exemple des corroiries est très significatif, mais on peut étendre ce raisonnement à toute une série d'industries, en fait, en ville. Et si l'on regarde du point de vue simplement des industries insalubres ou incommodes, c'est-à-dire toutes celles qui sont gênantes pour la proximité, on se rend compte qu'il y a, dans ce début du XIXe siècle, toujours plus d'industries autorisées dans Paris qu'en banlieue. Ici, sur ce graphique, nous avons toutes les études, toutes les affaires traitées par le Conseil de salubrité entre 1811 et 1828. Et sur la courbe en trait léger, nous avons les implantations dans Paris, et sur la courbe en trait gras en banlieue, c'est-à-dire en banlieue, c'est-à-dire la banlieue d'avant 1860. C'est-à-dire que c'est quand même en grande partie l'intramuros actuel. Et donc on se rend compte que jusque 1828, et même au-delà d'ailleurs, il y aura toujours plus d'établissements insalubres et incommodes qui vont s'implanter dans Paris qu'à l'extérieur de Paris. Et donc on a ici un cas très très troublant en fait, ou très significatif, d'une politique d'industrialisation de la capitale, quelles que soient ses nuisances, et qui est légitimée en fait par l'instance d'hygiène publique qui est chargée d'évaluer les risques. Et cette instance, composée essentiellement de chimistes, va montrer que la plupart des ateliers, la plupart des usines sont sans danger pour la santé publique, donc pour le bien de l'économie, elles sont acceptables en ville. Alors ça va avoir des conséquences très importantes en termes d'implantation urbaine en ville, et ça va permettre la création d'un Paris industriel particulièrement favorable au développement, de développement économique. Alors, dans Paris, oui, à l'extérieur de Paris également. Ici, nous avons une carte qui recense également la dynamique des implantations industrielles hors les murs. Mais hors les murs, c'est aussi dans les murs dans le Paris actuel que nous connaissons, puisqu'en 1860, Paris accroît ses limites administratives,
Mais l'urbanisation suivant ses limites administratives, l'industrialisation de la capitale s'est faite avant tout dans Paris. Alors, j'insiste un petit peu là-dessus, c'est un peu pour tordre aussi une idée selon laquelle la banlieue parisienne et la lointaine banlieue parisienne auraient été le réceptacle très vite de l'industrie insalubre, alors qu'elle l'a été bien sûr à un moment donné, mais en fait très tard dans le 19e siècle, voire même au 20e siècle, mais en tout cas au 19e siècle. Dans cette première moitié, Paris accueille beaucoup d'industries, y compris des industries insalubres, et les citadins ont à s'accommoder de cette nuisance, parce que, en termes de bénéfices, le pays a tout à y gagner. Alors, il faut aussi lire les rapports du Conseil de salubrité, donc l'instance d'hygiène publique, pour se rendre compte à quel point ils sont fascinés par l'industrie. En 1817, par exemple, il montre bien que Paris est devenu une ville laborieuse, une ville manufacturière. C'était une ville de luxe, de calme et de plaisir. Elle est devenue laborieuse et agitée. 1825, 1823, la ville qui était de tout temps le centre des Lumières peut maintenant être regardée comme le centre de l'industrie. Donc l'industrialisation s'est développée en fait de façon très progressive. Premier point, ce n'est pas un équipement industriel qui s'est mis en place sur 2-3 années avec la construction d'une grande usine ou d'un grand secteur industriel. Non, elle était très progressive au fil des décennies, mais aussi très rapide. Elle est aussi très rapide. Dès 1820, dès 1830, Paris est devenue une grande ville manufacturière et, sans aucun doute, la capitale industrielle en termes de production, de volume de production de la France. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la question du risque et des pollutions s'est focalisée à un moment donné sur quelques industries. Par exemple, ici, l'industrie du gaz. Et là, on voit à quel point l'expertise du Conseil de salubrité était animée par des logiques industrialistes. L'industrie du gaz commence en 1817 en France, à Paris, avec une première implantation d'une usine à gaz dans le jardin du Luxembourg, et puis une autre au faubourg Poissonnière, dans l'ancien hôtel particulier de François de Neufchâteau, l'ancien ministre de l'Intérieur qui avait précédé Chaptal. Donc on a deux implantations en 1817-1820 qui sont en plein centre-ville de Paris. Vous voyez ici une illustration d'une usine à gaz, en fait, d'une cuve de stockage du gaz, puisque le gaz était produit par distillation du charbon, et pour ne pas qu'il explose, puisque l'hydrogène explose au contact de l'air, il fallait pouvoir le stocker dans des réservoirs complètement hermétiques et complètement préservés du contact de l'air. Or, ces usines à gaz sont dangereuses, puisqu'elles peuvent exploser. Elles sont aussi nuisibles en termes de rejet de fumée, de rejet de goudron, on y reviendra tout à l'heure. Le Conseil de salubrité, en 1817, pour la première usine, est donc mobilisé, donc sollicité pour donner un avis sur le fait de savoir si ces usines sont dangereuses ou non, si elles sont insalubres ou non. Et Cadet de Gassicourt, qui est donc un des grands savants de ce Conseil de salubrité, va faire ce rapport qui va aboutir finalement au classement de cette industrie, soit dans la première classe des industries, c'est-à-dire dangereuses pour la santé, soit dans la deuxième classe, c'est-à-dire simplement incommode. Et en fait, Cadet de Gassicourt, lui, il voit bien que cette industrie pose un problème de santé majeur et de risque majeur, mais il se range derrière une argumentation d'ordre économique pour décider, pour proposer en fait une classification qui va finalement être retenue. Il dit qu'effectivement, que comme ce gaz ne peut être acheminé des réservoirs jusqu'aux habitations ou jusqu'au passage public que par des conduites, et que éloigner ces usines à gaz très loin de la ville poserait des contraintes en termes d'approvisionnement et de réseau tellement grandes et nuirait à la rentabilité de l'affaire que ça serait impossible. Donc comme c'est si difficile d'éloigner ces usines à gaz d'un point de vue économique, il doit donc être nécessaire de les mettre en ville si jamais on adopte cette industrie de gaz. Et donc que si on adopte ce mode d'éclairage, on ne peut que ranger ce mode d'éclairage dans la deuxième classe des industries insalubres, donc dans celles qui peuvent être incommodes mais pas nuisibles. Donc ici, on a ici un classement à usage de santé publique qui ne découle pas d'une argumentation en termes de risque ou de santé publique, mais d'une argumentation économique. Et de fait, la plupart des usines à gaz, par cette contrainte technique très forte du réseau, vont être construites en ville, malgré le risque que cela provoque. Ici, vous avez représenté
sur ces soleils rouges, en fait, toutes les usines à gaz qui sont construites jusqu'en 1860, donc avant l'annexion des communes environnantes, où l'on voit, avec une représentation de celle d'Ivry, où l'on voit qu'elles sont très nombreuses dans Paris, quel qu'en soit le risque. Alors évidemment, il y a eu tout un discours de légitimation et de minimisation du risque. Ceci dit, en 1844, la grande usine de Neuilly, donc qui est représentée ici à ce niveau-là, explose, elle tue un ouvrier, elle crée un cratère de 10 mètres de profondeur et elle remet en cause la viabilité de cette usine, mais qui ne sera pas supprimée malgré l'explosion. Donc le risque existe. Il y a aussi divers accidents de conduite de gaz, etc. Mais il est remarquable de voir à quel point le Conseil de salubrité a œuvré en fait, pour légitimer cette présence de l'industrie en ville. Alors venons-en aux structures maintenant, après ce passage de la fondation qui était nécessaire pour comprendre comment une ville avait pu devenir industrielle. Alors c'est une ruche bourdonnante, comme je l'ai dit en introduction. La situation est très diversifiée, très difficile à synthétiser. Préalablement, on peut s'interroger sur le dynamisme de cette industrie. Pourquoi l'industrie est-elle si dynamique apparue au XIXe siècle? D'une part, elle est très proche d'un centre de consommation exceptionnel. Un centre de consommation exceptionnel, première ville de France, mais aussi par la richesse de ses habitants et donc par leur capacité à consommer. Par ailleurs, Paris, c'est un vivier de main-d'œuvre, lui aussi exceptionnel, et d'une main-d'œuvre à la fois nombreuse, mais surtout très qualifiée, et ce qui va faire le succès d'un grand nombre de produits parisiens. Nous y reviendrons. C'est donc un lieu de savoir-faire technique, mais par ailleurs, c'est aussi un lieu où l'on trouve beaucoup d'institutions de l'économie. Ce sont des savoirs donc empiriques, ceux de l'artisanat, ceux de l'artisan, ceux de l'ingénieur, mais aussi des savoirs théoriques, et aussi un soutien des grandes institutions de l'économie, société d'encouragement pour l'économie nationale, chambre de commerce. C'est un lieu de concentration de pouvoir et donc d'encouragement, d'expérimentation et de pérennisation de ces expérimentations. Au niveau de la structure, nous avons ici un tableau avec quelques chiffres qui pourraient plaire à nos étudiants d'HEC, mais qu'il faut prendre avec prudence. Prudence parce qu'entre toutes ces grandes enquêtes industrielles, 1848, 1860, 1872, 1901, les grilles de statistiques, les définitions préalables n'étaient pas les mêmes. Donc ici, nous avons ici des chiffres bruts, mais qu'il faudrait pouvoir interpréter par d'autres facteurs. Donc, chiffres à prendre avec précaution, mais qui donnent quand même une idée de ce que peut être l'industrie apparue au XIXe siècle. Et l'industrie apparue au XIXe siècle, c'est un mixte qui va de la petite cellule individuelle, du petit artisan individuel, jusqu'à la grande entreprise qui peut accueillir jusqu'à plus de 1000 ouvriers. Mais principalement, ce qui va dominer, c'est la petite structure artisanale avec un patron, 1 ou 2 ouvriers éventuellement, ça peut aller jusqu'à 10 ouvriers ou 15 ouvriers, mais une petite structure artisanale en constante reconfiguration. Cette structure artisanale, parfois industrielle, je vais dire industrielle parce que ce sont des petites structures artisanales, on va le voir, qui sont liées les unes aux autres dans un processus de fabrication industrielle. Ces petites structures donc, sont très flexibles aux aléas, très flexibles à la conjoncture et se reconfigurent en fait en permanence. C'est un petit peu ce qui fait l'originalité du tissu parisien, avec des interconnexions permanentes entre les ateliers, une ruche bourdonnante qui fait que les fournisseurs, les clients, sont sans arrêt en connexion et que sans arrêt, ces petits ateliers évoluent au gré des demandes, au gré des commandes, des besoins de la ville et au gré des nouvelles techniques. On verra quelques exemples pour éclairer tout ça. Quoi qu'il en soit, de la masse de ces chiffres, on peut se rendre compte que Paris est bien une ville industrielle et que son effectif de population industrielle progresse au XIXe siècle, à tel point que plus de la moitié de la population parisienne vit de l'industrie. C'est bien une ville industrielle, et à la fin du XIXe siècle, 15% de la masse ouvrière française est localisée à Paris, alors que Paris n'atteint pas ces 15% de la population française, loin de là, en 1900. Donc, du point de vue des grandes masses, il ne fait guère de doute que Paris est devenue une ville industrielle et que c'est la capitale industrielle de la France. Si on regarde maintenant comment ça fonctionne, plus en détail,
Eh bien, les enquêtes de 1848 de la Chambre de commerce, par exemple, ou de 1870 nous donnent quelques indications. Alors, la division des occupations et le fractionnement des entreprises propres à l'industrie manufacturière constitue en fait le phénomène essentiel. C'est-à-dire que l'artisan, en fait, en général, fait une tâche d'un objet, mais ne fait plus cet objet de A à Z, sauf encore pour quelques secteurs. Mais en général, il ne fait pas l'objet de A à Z, et donc il est intégré dans une organisation industrielle qui sous-traite ou travaille en connexion avec toute une série de types d'ateliers. Par exemple, fabrication de la poupée. C'est un cas d'étude qui avait été étudié par Alain Faure dans ce rapport de la Chambre de commerce de 1860. Les différentes parties dont se compose la fabrication de ces poupées font l'objet d'autant d'industries spéciales. Ainsi, le corps de la poupée en carton ou en peau d'agneau bourré de sciure de bois, son buste en cire ou en plâtre, sa tête en porcelaine, ses bras, sa perruque, ses dents en paille ou en émail, ses yeux peints, sa lingerie, ses robes, ses souliers, ses chapeaux. Et ces gants sont fabriqués par des artisans qui n'ont aucun rapport entre eux, c'est-à-dire dans leur propre espace de travail, mais qui ont un rapport entre eux, quand l'assembleur va réunir toutes ces pièces pour ensuite terminer le produit et le vendre. Alors les spécialisations sont donc extrêmement diversifiées. Par exemple, pour la courroierie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a 26 tâches. Et ces 26 tâches ne sont pas toutes faites par le courroyeur tel qu'on l'entend. Elles sont parfois sous-traitées. Et en fait, en général, au sein de chaque industrie, l'artisan principal va se charger de passer les commandes et de rassembler toutes les pièces pour terminer l'objet. Pour les maroquiniers, par exemple, l'industrie du cuir, 13 tâches. Pour les couteliers, 19 tâches. Pour les taillandiers, 20 tâches. Pour la bijouterie, fine ou en faux, 23, 22 tâches. Certaines spécialités deviennent même des métiers en tant que tels. Ce qui montre également que Paris devient une capitale en tant que telle, c'est qu'il y a une spécialisation entre Paris et la province. C'est-à-dire qu'au fil du temps, les conjonctures sont très diverses également, on ne peut pas dire au fil du 19e siècle comme ça globalement, mais sur certains secteurs, Paris se spécialise dans certaines tâches où les savoir-faire sont très importants et délègue aux campagnes, par exemple à la campagne picarde, des tâches plus brutes qui exigent moins de savoir-faire ou qui sont moins gratifiantes. Par exemple, le partage du travail pour la fabrication des éventails. Un éventail, ça pourrait paraître simple à fabriquer. En fait, il y a plusieurs parties. Et ces différentes parties sont fabriquées à différents endroits. Le bois, par exemple, c'est-à-dire le manche, la monture, elle est fabriquée dans les campagnes de Picardie par près de 1000 ouvriers, parce que c'est un travail qui n'est pas très qualifié. Mais la feuille, la partie plissée de l'éventail, elle, est fabriquée à Paris. Le montage, lui aussi, est fabriqué à Paris. Et de façon très classique, le commanditaire se trouve à Paris, c'est-à-dire celui qui maîtrise le négoce, et ce négociant donc, commande à la fois des fabricants parisiens l'objet fini qui, lui-même, va être sous-traité à des ouvriers de province. Et puis en fait, in fine, une fois que l'objet est fabriqué, il est fini, par exemple avec l'impression des feuilles, dans des ateliers spécialisés. Dans des ateliers spécialisés où le savoir-faire est encore plus grand. Donc en fait, on a une division des tâches intra-urbaines qui va se faire entre différents ateliers parisiens, mais également une division des tâches entre Paris et la province. Et en général, le modèle, c'est le travail qualifié se trouve à Paris et le modèle plus grossier se trouve en province. On aura d'autres cas sur des systèmes, sur des objets plus complexes, par exemple celui des instruments de musique, tout à l'heure, dans le cas de certaines fabriques. Alors, ces petits ateliers très flexibles à la conjoncture, qui donnent les ordres à la province ou qui donnent les ordres à des sous-traitants, c'est un système très efficace en fait. Très efficace parce qu'il y a un réseau très dense de savoir-faire, un réseau très dense de fournisseurs, une grande flexibilité qui permet en fait de produire ce qu'on va appeler l'article de Paris. L'article de Paris, c'est donc cet article où sont incorporés en fait toute une série de tâches très spécialisées et qui permettent de donner une plus-value aux objets très importante et qui va permettre non plus d'alimenter seulement le marché parisien,
mais qui alimente également le marché d'exportation. Marché d'exportation, par exemple, sur des articles de luxe ou de demi-luxe, comme celui des chapeaux, des bottes vernis, des gants, par exemple, ou celui des instruments de musique. En fait, nous avons une grande variété de situations particulières, de division des tâches, de façonnage, et l'équilibre, en fait, entre toutes ces tâches, entre toutes ces spécialisations, est très variable suivant la conjoncture au cours du siècle, suivant également le secteur, que ce soit le secteur du métal, le secteur du bois, le secteur du jouet, etc. Et donc, il est très difficile de dire, voilà, cette décennie, c'était celle de la spécialisation, puis celle-ci, c'était celle de la concentration. Non, ça dépend en fait de toute une série de facteurs. Mais ce qui est finalement le point commun de tous ces secteurs industriels, c'est l'adaptation à l'innovation. L'adaptation à l'innovation qui a permis en fait à l'industrie parisienne de perdurer, de produire en masse, sans pour autant passer par la grande industrie concentrant des milliers d'ouvriers. Alors on en a quelques-unes, on va en parler tout à l'heure, mais sans passer par ce passage obligé finalement de la grande usine telle qu'on peut s'en faire l'idée au XIXe siècle, de cette grande usine rationalisée où plusieurs milliers d'ouvriers travaillent sur des structures très rationalisées avec une diffusion des tâches ou cette image de l'ouvrier telle qu'on l'a, l'ouvrier de l'usine, comme on en trouve parfois en banlieue, mais aussi dans d'autres villes de province ou à la campagne. Alors la grande industrie, justement, quelle est-elle à Paris? Parce qu'elle existe néanmoins. La grande industrie, par exemple, l'industrie textile. Alors on ne connaît pas à Paris ces grandes industries textiles du nord de la France ou de la Normandie ou de l'Alsace. On ne la trouve pas, quoique, sous le Premier Empire, donc au tout début du XIXe siècle, Paris était devenu pendant une bonne décennie la capitale du coton, avec pas moins de 44 filatures, à l'apogée de l'Empire, 44 filatures intramuros, qui avaient bien souvent récupéré des anciens espaces, si on parle un peu d'architecture, des anciens espaces d'anciens couvents, tous ces biens nationaux qui avaient été nationalisés pendant la Révolution française et dont l'industrie avait trouvé un usage très très profitable. Et donc pendant le Premier Empire, Paris était bien devenu la capitale du coton. Alors capitale assez éphémère puisque après l'industrie du coton s'est plus développée donc dans les régions que j'ai citées tout à l'heure, et on ne trouve plus que 12 filatures de coton à Paris en 1848, c'est-à-dire assez peu. Dans la filature, la grande industrie à Paris, on va plutôt la trouver au XIXe siècle dans le secteur de la métallurgie. Par exemple, Paris est devenu un grand centre de production de pièces métallurgiques en tout genre, mais particulièrement dans des produits finis tels que celles des machines à vapeur, avec comme grand fabricant de machines à vapeur l'entreprise Caille, à Chaillot puis après à Grenelle, je vous en reparlerai plus en détail tout à l'heure, ou l'entreprise Gouin, au Batignolles, au nord-ouest de Paris, qui occupe plusieurs milliers d'ouvriers, 1000 ouvriers pour l'entreprise Caille, 2000 ouvriers pour l'entreprise Gouin. Cela dépend bien sûr de la conjoncture tout au long du XIXe siècle, mais ce sont des grandes industries métallurgiques de la France, qui sont des industries de référence que l'on trouve dans Paris. On trouve également quelques grandes usines de chimie, plutôt en périphérie cette fois-ci, puisque la chimie était considérée en général comme insalubre cette fois-ci, donc plutôt implantée en périphérie urbaine. Alors, entre cette grande industrie, plus de 1000 ouvriers par exemple, dans ces grandes usines dont on se fait facilement une image, et la petite production en petit atelier, il y a donc toute une gamme en fait de formes urbaines et de formes architecturales dont on verra quelques exemples. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, je vous parlais tout à l'heure de l'innovation et de l'adaptation de ces petits métiers finalement au rythme de l'économie, c'est de voir à quel point tous ces artisanats ont finalement adopté les techniques nouvelles. Par exemple la machine à vapeur. La machine à vapeur n'est pas simplement l'apanage de la grande industrie de cette usine concentrée où on trouve plusieurs centaines d'ouvriers. La machine à vapeur va se retrouver dans toute une série d'ateliers qui regroupent effectivement souvent plusieurs dizaines d'ouvriers, mais qui sont implantés vraiment dans la ville sur un modèle bien souvent artisanal. Alors les machines en général, au-delà de ces machines à vapeur, sont souvent adoptées par toute une série d'industries en chambre. Par exemple, la confection adopte dès les années 1860 la machine à coudre. Et cette machine à coudre d'ailleurs
un des effets de cette machine à coudre, c'est que ça va ramener les secteurs de la confection dans les chambres, c'est-à-dire une industrie très très dispersée. L'industrie du cuir, pareil, autre exemple, emploie assez rapidement le couteau à refendre, le tonneau à fouler, des machines à crêper et à rebrousser. L'ébénisterie adopte également très rapidement la scie mécanique, y compris dans des petites structures d'ateliers. Et l'article de Paris se développe également grâce au progrès des teintures, des machines à apprêter. La bijouterie travaille également le faux et le plaqué sur des techniques nouvelles. L'orfèvrerie travaille également sur de nouvelles techniques comme la galvanoplastie. Donc on a un rajeunissement des techniques qui est permanent en fait, et une division du travail qui dépend de l'adoption aussi de ces nouvelles mécaniques et de ce nouveau type de technique. Regardons maintenant, troisième étape, regardons maintenant la géographie de ces lieux. Ça va nous amener tranquillement, lentement, à l'architecture et au patrimoine. La géographie industrielle du Paris, de ce Paris du 19e siècle. Alors là, je vais me baser essentiellement sur une grande enquête qui a été faite au milieu des années 1970 par le Centre d'histoire technique, le Centre d'histoire des techniques du CNAM, donc une grande enquête cartographique sous la direction de Maurice Daumas, et qui nous montre en fait un Paris industriel intramuros, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, mais avec une concentration, ici on a une carte de 1848, non, mais avec les limites de 1860. Hein. Donc un Paris intramuros, alors c'est différencié par type d'activité. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on voit bien qu'on a une concentration ici du tissu industriel sur la rive droite essentiellement, et dans les arrondissements centraux. Donc on est bien ici sur un secteur industriel qui a colonisé l'intérieur de la ville et qui ne s'est pas développé en banlieue d'emblée en tout cas. Si on regarde en termes d'évolution, on voit que nous avons ici une forme de dilatation spatiale, mais une dilatation spatiale entre 1836 et 1848 ici, une dilatation spatiale qui ne se fait pas au détriment du centre, mais en prolongement du centre. Car bien souvent, les implantations sur les arrondissements extérieurs de Paris ou en périphérie vont se faire en prolongement d'une industrie déjà existante au centre, et selon les opportunités de terrain à acheter, mais qui ne sont pas forcément très loin des emplacements initiaux, parce que la main-d'œuvre est là, au centre, et aussi parce que les clients sont au centre. Donc on a toujours une forme de résistance et une forme de proximité par rapport à la densité urbaine, en tout cas, et donc une forme de liaison très forte entre industrie et urbanisation. Alors revenons et concentrons-nous un petit peu sur ces secteurs du nord-est de Paris, qui regroupent en fait la grande majorité des industries, essentiellement les 10e et 11e arrondissements actuels. Quartier de la Roquette, quartier de la Bastille, faubourg de la Folie-Méricourt, faubourg Poissonnière aussi, plutôt 10e arrondissement, faubourg Saint-Martin, faubourg Saint-Denis, faubourg Montmartre, qui regroupent en fait une grande partie des ateliers de la métallurgie, petite métallurgie, mais également le secteur du bois, ébénisterie, menuiserie, du textile, du papier peint, de la céramique, de la faïencerie, des raffineries de sucre et aussi quelques secteurs de la chimie. On trouve quelques grandes maisons dans ces quartiers. Par exemple, on trouve Cala, production de métallurgie au faubourg Poissonnière. On trouve Cavé, métallurgie également au faubourg Saint-Denis, qui utilise des machines à vapeur assez puissantes, qui peuvent occuper 200 à 600 ouvriers, et qui équipent d'autres usines, et qui sont en lien avec Caille, par exemple, ou Gouin, dont j'ai déjà parlé. Incontestablement, on a une domination du nord-est de Paris au milieu du XIXe siècle, et notamment une spécialisation dans la métallurgie. La construction mécanique, par exemple, dans les 10e et 11e, dans le 11e arrondissement, seulement dans le 11e arrondissement actuel, passe de 105 ateliers de métallurgie en 1848 à 353 en 1860, avec une stabilisation à 357 en 1872. Quant aux ouvriers, entre ces dates extrêmes, 1848, 1872, ils passent de 6 000 à 10 000 ouvriers. Ça fera du 11e arrondissement un haut lieu
de la métallurgie. Et ensuite, au XXe siècle, on va peut-être en dire un mot en conclusion, un haut lieu du syndicalisme lié à la métallurgie et au mouvement ouvrier de la capitale. La chaudronnerie, la ferblanterie également sont bien implantées et on trouve dans ces quartiers une grande densité de fonderies de cuivre, par exemple, cuivre essentiel, notamment pour tout le secteur du bois, ébénisterie, fabrication des meubles. Alors, ces entreprises sont plutôt offensives. Elles sont de petites structures, mais elles ne sont pas en perte de vitesse tout au long du XXe siècle par rapport aux grandes structures métallurgiques et aux grandes usines. Elles sont plutôt dynamiques et en fait, elles font vivre des districts industriels parce qu'il y a des savoir-faire, il y a des partages d'expériences, il y a des innovations qui se diffusent, une main-d'œuvre surtout très très qualifiée, avec des bronziers, des métallurgistes qui font œuvre de création. Et ces petits ateliers ne sont pas dans un combat d'arrière-garde face à la grande industrie, mais ils sont au contraire à la pointe de l'innovation, ils sont à la pointe de la fabrication d'objets métalliques, et ce sont eux en fait qui supportent, qui participent à la vivacité économique de la capitale au XIXe siècle. Et on va voir que la ville offre à ces ateliers, même la ville haussmannienne, des conditions exceptionnelles en fait de survie, parce qu'elle leur donne des possibilités d'approvisionnement et elle leur donne une insertion dans la ville qui est là, on le verra dans la dernière partie sur l'insertion urbaine. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, par ailleurs, la ville en elle-même et la construction haussmannienne en elle-même va dynamiser encore de façon supplémentaire le secteur. Ici, c'est une carte qui confirmait un petit peu ce que je disais sur la dilatation spatiale. Mais dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la construction métallique remplace progressivement la construction de charpentes en bois. Et beaucoup de bâtiments, pas seulement des usines, mais aussi des constructions d'immeubles ou des marchés, comme ici. Là, vous avez ici une photographie des halles, donc construites sous le Second Empire, vont être finalement un appel incroyable à la construction métallurgique, pas seulement en colonnes de fonte ou en poutrelles métalliques, mais également en rivets, en clous, en vis, et en tous ces ouvrages et ces produits un petit peu d'assemblage qui vont être vraiment nécessaires et utiles à la construction de la ville. Et la deuxième partie du XIXe siècle, c'est une spectaculaire augmentation de la construction métallique, qui va permettre de renforcer en fait le secteur de la métallurgie parisienne. Donc la mécanique l'emporte incontestablement à Paris, mais si j'insiste sur ce secteur, on n'oublie pas non plus tous les autres secteurs dont j'ai parlé au début, par exemple, les articles de Paris, la fabrication des jouets, des meubles, et toute une série de produits en fait, qui ont fait la renommée de Paris. Alors dans cette géographie, quels ont été les principaux facteurs de localisation et qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement de l'idée selon laquelle l'industrie aurait rejeté Paris, la ville, Paris, aurait rejeté l'industrie? Cette idée, elle commence avec le Paris haussmannien et les grands travaux haussmanniens qui ont pour but de décongestionner Paris de ses embarras, de faire de cette ville des Lumières une ville où l'air circule, le soleil rentre, et effectivement, je ne vais pas faire un cours ici sur les politiques haussmanniennes, mais ce sont donc des percées considérables, dans un bouleversement de la ville considérable, mais c'est aussi, en fait, une manière d'acclimater l'industrie dans la ville. Pourquoi? Parce que, d'une part, pour construire cette ville haussmannienne, donc il faut des matériaux sur place, principalement, et donc ces matériaux sont fournis par l'industrie, mais aussi l'immeuble haussmannien en lui-même va être un réceptacle de l'industrie. Il a une vertu effectivement pour la bourgeoisie parisienne, mais il va permettre dans ses cours, dans ses rez-de-chaussée et dans des espaces laissés vacants, une possibilité de l'implantation urbaine de l'industrie très forte. Par exemple, on trouve dans toutes ces franges des percées haussmanniennes un grand nombre de cours industrielles qui sont construites sous le Second Empire. Ce ne sont pas donc des survivances du début du XIXe siècle, mais qui sont construites spécialement et spécifiquement à ce moment
pour accueillir l'industrie. Par exemple, dans le 11e arrondissement, cours de l'industrie, passage de la fonderie, cours des fabriques. Nous avons ici des ruches industrielles, c'est-à-dire des opérations immobilières qui participent à la ville d'Haussmann et qui sont spécifiquement dédiées à l'industrie. On verra tout à l'heure aussi un plan de masse sur lequel on peut voir que dans ces immeubles haussmanniens se greffent un grand nombre d'ateliers, notamment à l'intérieur des cours. Donc, l'idée que l'empereur voulait chasser l'industrie, il voulait surtout chasser les ouvriers de Paris, qui pouvaient être une population vivace, et on l'avait vu en 1848 notamment. Mais est-ce que Haussmann et l'empereur voulaient faire la guerre à l'industrie? C'est moins sûr. C'est moins sûr. Par exemple, on verra tout à l'heure à l'usine à gaz de la Villette à quel point elle a été bien tolérée à Paris, et d'un point de vue politique en tout cas. Donc on a une réorganisation avec Haussmann de l'activité industrielle, mais finalement, l'urbanisation agit plutôt comme un filet protecteur à l'égard des industries, puisqu'elle l'incorpore à son schéma industriel, soit dans des cours en arrière de ces bâtiments plutôt bourgeois, soit sur ces franges, dans des cœurs d'îlots extrêmement importants parfois, qui permettent à l'industrie de perdurer. Donc l'industrie haussmannienne, la ville haussmannienne, tolère parfaitement le phénomène industriel et tolère parfaitement la mécanisation. On le verra avec quelques exemples d'insertion urbaine, et notamment malgré une industrialisation, une rationalisation des espaces et l'adoption des machines à vapeur. Autre secteur, autre idée qui pourrait dire qu'à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, l'industrie trouverait des facteurs favorables à s'implanter en banlieue, c'est la question de l'octroi et du foncier. Je ne m'étendrai pas très rapidement dessus, mais l'octroi pouvait gêner effectivement d'une certaine manière l'industrie en ville, puisqu'elle taxait les matières premières qui pouvaient être nécessaires à la fabrication de ces objets, mais d'un autre côté, elle taxait également les produits finis. Donc il pouvait paraître très profitable pour certains secteurs en fonction des approvisionnements et en fonction du produit fini. Il pouvait être très profitable à un industriel d'être plutôt dans Paris intramuros pour ne pas payer les taxes d'octroi plutôt qu'à l'extérieur. Quant au foncier, c'est vrai que c'est une donnée essentielle, puisque plus on s'éloigne du centre de la ville, suivant les quartiers, ce n'est pas une logique implacable, mais le foncier est plutôt moins cher en périphérie urbaine qu'à l'intérieur de la ville. Donc effectivement, le foncier a été un des secteurs, un des facteurs de l'implantation industrielle, comme elle l'est de l'implantation du foncier en général. Mais on se rend compte, pour les raisons que j'ai dit, parce que le savoir-faire est très important dans ces ateliers, et aussi donc parce que la plus-value est très importante, que les artisans et les industriels ont des capacités en fait d'acheter des terrains assez chers dans Paris, et que parce qu'ils dégagent des plus-values importantes, le foncier était un des facteurs, mais ce n'était pas un facteur rédhibitoire pour s'installer dans la ville. Enfin, autre secteur, autre domaine qui a pu avoir une influence, je ne vais pas la nier, mais pour laquelle on dit qu'elle était l'influence principale, c'est-à-dire le rejet des industries insalubres en ville. Eh bien, en fait, on se rend compte qu'au cours du XIXe siècle, le schéma dont je vous ai parlé, le schéma chaptalien du début du XIXe siècle d'acceptation des nuisances en ville, il perdure largement pendant toutes les décennies du XIXe siècle, et que c'est vrai que certaines industries particulièrement insalubres ont été implantées en banlieue prioritairement, mais qu'un grand nombre d'industries incommodes continuent allègrement de s'implanter dans la ville au XIXe siècle, et que c'est un facteur parmi d'autres, mais ça n'a pas été un facteur d'implantation en soi et primordial. Par exemple, si on pense aux fumées, il y a une idée très répandue qui dit qu'à cause des fumées, vu que les vents venaient de l'ouest, les industries ont été plutôt implantées à l'est de la ville, et que de cette grille de lecture, on pourrait séparer l'ouest industriel, l'ouest de Paris plutôt non industriel, à l'est plutôt industriel. Mais j'espère vous avoir démontré que c'est un peu plus complexe que ça, et que la géographie parisienne de l'insertion urbaine de ces ateliers dépendait de bien d'autres facteurs. Mais en tout cas, jamais la question est-ouest sur les fumées n'a été un des paramètres du Conseil de salubrité ou des industriels eux-mêmes. Alors, par exemple, si on regarde une industrie particulièrement insalubre comme celle des usines à gaz, on va se rendre compte que Haussmann et Napoléon III et les autorités parisiennes
en fait, s'accommoder très bien de l'industrie insalubre en ville, si elle pouvait être bénéfique à l'économie et bénéfique au dynamisme économique de la ville. Par exemple, pour l'usine à gaz des Ternes, celle qui était à Neuilly, en fait, celle qui avait explosé en 1844, et donc qui avait provoqué quelques sentiments d'opposition de la part du voisinage, Haussmann dit en 1865, donc on est en pleine période haussmannienne, il dit qu'il est facile de comprendre qu'un établissement d'une aussi grande importance et dont la création antérieure à l'annexion, parce que c'était un peu à l'extérieur des murs de 1848, a coûté fort cher, ne peut pas être déplacé du jour au lendemain sans léser de nombreux intérêts, que mon administration a également pour mission de sauvegarder. Effectivement, il va y avoir une forme de compromis pour que certaines industries insalubres, polluantes, on pourrait dire aujourd'hui, restent en ville. Donc l'industrie en ville est donc une question de force majeure, en fait. Et on va se rendre compte que même après, sous la Troisième République, les autorités parisiennes vont faire en sorte de conserver le dynamisme économique de la ville et que dans cette époque du tout à l'égout et de la victoire de l'hygiénisme, tel qu'on peut la lire dans certains ouvrages, le caractère industriel de Paris est préservé et doit même être maintenu, y compris au sein des instances de conseil d'hygiène et de salubrité publique. Alors, la différence, c'est peut-être qu'il y avait au sein de ces instances une discrimination entre quartiers riches à préserver et quartiers plutôt populaires, laborieux, où là, l'implantation industrielle pouvait continuer. Et là, on est plutôt sur des facteurs sociaux d'implantation, et on retrouve là, effectivement, la grande logique Est-Ouest. Alors, la géographie, maintenant, de Paris, le site en lui-même de Paris, va répondre en grande partie aux interrogations sur la localisation de l'industrie. D'une part, alors c'est une carte un peu incomplète, mais sur laquelle on peut discuter. D'une part, premier secteur industriel, mais qui va décliner au cours du XIXe siècle, la Bièvre. Donc petite rivière, petit affluent au sud-est de Paris, aujourd'hui complètement, non seulement enterré, mais qui est complètement détourné, donc qui ne passe plus du tout là, mais qui a été longtemps un point d'ancrage de l'industrie, à partir notamment de la fin du XVIIe siècle, et qui a été le réceptacle en fait d'une grande partie des industries insalubres. Tannerie, mégisserie, teinturerie, amidonnerie, industrie chimique, industrie agroalimentaire, fabrique de vernis, etc. En 1822, le Conseil de salubrité et l'Académie de médecine enquêtent sur cette rivière qui dégage de très mauvaises odeurs et qui insupporte le voisinage. Et on se rend compte qu'on peut dire que c'est un des grands secteurs industriels de la ville au début du XIXe siècle. En 1822, j'en reparlerai un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais Parent du Châtelet, un des hygiénistes du Conseil de salubrité, montre que c'est un lieu d'implantation avec plus de 150 industries sur ses bords. Autre secteur d'implantation de l'industrie, d'ancrage, c'est la Seine. La Seine est un ancrage à l'industrie parce que, et notamment la Seine aval, mais également la Seine amont, parce que c'est le lieu de drainage d'un certain nombre de matériaux, transport des matériaux, transport des pondéreux, donc charbon, bois de charpente, etc. C'est aussi une voie d'accès pour ensuite vendre et faire partir les productions. Mais c'est aussi un lieu qui va être très pratique pour se débarrasser d'un certain nombre d'eaux usées. Et donc la Seine aval, ici, va jouer un rôle très important d'implantation industrielle. On va le voir avec le secteur de Grenelle, de Vaugirard, donc au sud-ouest de la ville. Puis ensuite, plus tard, ce sera ici les Moulineaux, Boulogne-Billancourt, etc. Autre point d'ancrage de l'industrie, toujours en termes de géographie et de logique de transport, c'est les canaux qui vont jouer un rôle de dynamisme industriel exceptionnel. Ces canaux sont construits à partir du Premier Empire, canal Saint-Martin, puis ensuite sous la Restauration, canal de l'Ourcq et canal Saint-Denis, et vont se rassembler en fait sur le bassin de la Villette, donc au nord-est de la ville. Et ces canaux vont avoir un pouvoir drainant exceptionnel, à la fois pour faire venir des matériaux, mais aussi pour les faire repartir. Et sur ces franges, ces canaux, vont se greffer des entrepôts, premièrement, et ces entrepôts vont redistribuer les matériaux dans un certain nombre d'ateliers qui se situent sur cette rive droite de Paris.
Par ailleurs, enfin, les transports ferroviaires qui vont jouer un rôle très important. Alors les gares en elles-mêmes, qui sont loin d'être que des gares de voyageurs, donc toutes les gares que vous connaissez, gare de l'Est, gare du Nord, gare Saint-Lazare, etc., etc. Donc à partir du milieu du siècle, vont avoir un rôle très très important d'implantation urbaine, donc dans cette périphérie de la ville, on va dire. Et puis surtout, après 1852, la construction de la petite couronne, ici figurée en rouge, qui en fait faisait le tour de Paris. Je n'ai pas une carte actualisée, là c'est une carte de ce qui reste actuellement. Mais il faut imaginer que cette petite couronne en rouge fait tout le tour de Paris et qu'elle met en lien non seulement les gares entre elles, mais qu'elle va mettre en lien des activités et des usines les unes avec les autres. Par exemple, pensez à la métallurgie, la grande métallurgie notamment, les ateliers Gouin, par exemple, qui vont être au nord-ouest de la ville, donc le long, tout près de la petite couronne, donc au Batignolles, vont être en lien facilement d'une part avec les réseaux ferrés, ça tombe bien puisqu'ils construisent des wagons et des machines à vapeur, enfin des locomotives à vapeur, mais aussi avec toute une série d'autres ateliers qui sont le long de la petite couronne, qui fabriquent, avec qui ils sous-traitent toute une série de fabrications métallurgiques. Et donc, on a une conjonction, notamment au nord-est de la ville, d'un réseau de canaux, d'entrepôts et de liaisons ferroviaires très importantes et qui, en fait, permettent de créer une rente de situation pour un grand nombre d'ateliers en termes d'approvisionnement, de connexion, atelier avec atelier, et aussi de renvoi de la production. Alors, ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'un grand nombre d'entreprises ont obtenu des concessions pour créer des embranchements sur ce réseau, et des embranchements qui allaient jusque dans l'usine. C'est-à-dire que sur ce réseau, il faut imaginer plusieurs ramifications. Par exemple, à la Villette, il y en a six ramifications principales qui sont concédées aux industriels. Et toutes ces lignes de chemin de fer vont rentrer dans les usines. Donc ça va être très pratique, une fois que des productions métallurgiques, par exemple, des piliers en fonte vont être fabriqués, de les renvoyer, de les distribuer en tout point de la capitale ou alors dans d'autres villes de France, parce que le réseau de transport est là et que les industriels ont pu s'appuyer sur ce réseau de transport. Alors, globalement, je vous ai parlé de la Bièvre et je vais en reparler un petit peu juste après, mais on trouve deux grands secteurs industriels au cours du XIXe siècle qui se mettent en place et qui vont dominer à la fin du XIXe siècle. C'est le secteur de la Villette et le secteur de Grenelle, où là, on va pouvoir parler de zones industrielles et de villes dans la ville, finalement. C'est-à-dire on n'est plus dans la dynamique des petits ateliers urbains qui se créent à l'intérieur du tissu de logement. On est plutôt sur une logique où des zones industrielles en tant que telles se mettent en place, où on n'a plus que de l'industrie sur des dizaines d'hectares. Alors prenons l'exemple de la Villette. Mais avant la Villette, petit point sur la Bièvre. Cette carte, par exemple, ici, qui retrace le dynamisme industriel des bords de la Bièvre au début du XIXe siècle, 1822 pour être plus précis, d'après la grande enquête de Parent du Châtelet, et qui montre plus de 150 établissements industriels, où l'on voit là une prédominance de l'industrie du cuir, des tanneurs, des mégissiers, des maroquiniers. Mais donc là, ce sont les zones qui sont ici grisées, et également des teinturiers qui vont être ici, des zones plus foncées, mais avec une grande variété, ici les triangles, plusieurs manufactures très diverses, des brasseries, des industries chimiques, vermicelleries, etc. Des amidonneries plutôt en aval, et puis toutes ces étoiles sont les blanchisseries qui vont faire une des renommées de la Bièvre, ensuite après à Gentilly, Arcueil, Cachan, etc. Le paysage en tant que tel, le paysage de la Bièvre marque durablement la ville parce qu'on a ici un paysage qui est constitué essentiellement de l'industrie du cuir. On en voit ici une forme à ce niveau-là, puisque les tanneries, donc, alors plusieurs niveaux en fait, qui se retraduisaient dans l'espace architectural des tanneries. Premièrement, il fallait laisser macérer les cuirs dans des cuves, donc c'était plutôt au rez-de-chaussée en bord de rivière. Puis ensuite, un travail très spécialisé du cuir sur plusieurs années, en fait, aller donc des cuves de macération au rez-de-chaussée jusqu'au séchoir que l'on voit ici,
séchoirs intérieurs et séchoirs externes pour finalement, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, laisser sécher ces cuirs qui avaient été soumis à plusieurs traitements chimiques. Alors, par exemple, on retrouve ces formes ici. Donc ici, nous ne sommes pas à Paris, nous sommes à Gentilly. Mais j'ai ressorti cette photographie parce qu'on parle aussi de patrimoine ici. Et cette imagerie de la Bièvre, en fait, c'est une imagerie qui ressort beaucoup parce que la Bièvre a disparu, mais aussi parce que ça fait partie d'une mythologie et d'une mémoire. Et par exemple, à Gentilly, elle a été remise en valeur par les réalisations de l'architecte Alexandre Chemetov, qui aura reconstitué d'un point de vue architectural le cours de la Bièvre, et dont les habitants ensuite et la municipalité ont essayé de refaire ressortir la mémoire de ce lieu, et notamment de cette mémoire architecturale. Et par exemple, ici, nous avons une fresque, et à droite, l'ancien lit de la Bièvre, mais ici, une fresque qui reprend cette photographie de 1910. La photographie de 1910, c'est la fresque, elle n'a pas 10 ans, et qui reprend strictement, finalement, la photographie, avec un personnage, ici au centre, dont la petite fille vit encore et qui a porté témoignage de son activité au moment de la réalisation de la fresque. Et donc on a une réappropriation par les habitants, alors à Gentilly en particulier, mais aussi à Paris, on verra sur un autre exemple, de l'histoire industrielle, bien que les traces aient globalement disparu, parce que si vous allez à Gentilly actuellement, il n'y a plus aucune industrie liée à la Bièvre. Alors la Villette maintenant, premier secteur industriel de Paris à la fin du XIXe siècle, avec une concentration inédite en fait du secteur industriel dans ce coin nord-est de Paris. Vous voyez donc ici le canal de l'Ourcq et puis toute une série de ramifications chemin de fer et routier avec une densité qui permet à l'industrie de trouver toute sa place. Ici, c'est une carte issue d'un article d'Isabelle Bacouche sur le bassin de la Villette. Et autour des canaux, et notamment du bassin de la Villette, on trouve des industries multiples, mais notamment des industries, alors cette fois-ci insalubres et à une telle échelle qu'elles ne pouvaient pas s'installer dans le milieu urbain, mais notamment l'usine à gaz, qui va se rentrer en service donc, dans Paris intramuros, sous le Second Empire, après 1860, et donc qui a été encouragée par le préfet Haussmann, notamment. À côté de l'usine à gaz, on a une usine à goudron. Pourquoi ? Parce que le distiller du charbon, ça provoquait beaucoup de résidus. Ça donnait du coke qui pouvait être utilisé éventuellement dans l'industrie en tant que combustible, mais mauvais combustible après une distillation telle que celle-ci, mais qui donnait aussi d'autres résidus comme le goudron. Et il était pratique de construire une usine à goudron à côté, et l'usine à goudron va fonctionner en synergie avec l'usine à gaz. À côté, je ne l'ai pas indiqué, mais également une usine de retraitement des substances ammoniacales, elle également un résidu de l'industrie du gaz. Enfin, on trouve les abattoirs, enfin, pas seulement enfin, mais on trouve également les abattoirs sur 40 hectares, dont on a encore la trace actuellement avec la grande halle de la Villette. On trouve également toute une série d'industries très très diversifiées. L'industrie du sucre, par exemple, qui s'est implantée dès l'ouverture du bassin, enfin même avant, en 1824, et avant son raccordement à tout ce réseau. L'industrie du sucre, avec beaucoup de raffineries de sucre, mais d'autres industries très variées, métallurgie, construction mécanique, scierie, etc. Et donc on a ici, et puis j'ai indiqué ici le dépotoir, quelques zones, quelques indésirables, on va dire, de la ville, qui trouvent refuge ici. Alors, construction mécanique, par exemple, Gargan, un industriel qui s'implante en 1854, tout près du bassin de la Villette, rue Curial, donc qui, lui, s'est spécialisé de la construction mécanique, et notamment, il participe à la construction de l'usine à gaz juste à côté. Et ce qui est très intéressant, c'est que Gargan va, lui, être, par exemple, un exemple de celui qui va profiter du réseau très dense de chemin de fer et d'eau pour faire fonctionner son usine avec d'autres usines qu'il va mettre en place en banlieue, notamment à Livry, où il construit une scierie mécanique et qui va fonctionner en lien avec son usine de la Villette. Et il va même créer un réseau de chemin de fer spécifique pour relier son usine
à l'usine de Livry, et ça va être la création de la future ligne Bondy-Aulnay. Et ensuite, Gargan aura un rôle si important qu'il va donner même son nom à la commune Livry-Gargan. Donc l'emprise de l'industrie est considérable dans cette zone, mais sur les franges, alors évidemment à l'intérieur, c'est une zone industrielle et ça crée une rupture dans l'urbanisation, mais sur ces franges, il y a des contacts permanents, ne serait-ce que par la main-d'œuvre qui est employée à ces usines. Donc un dynamisme avec le milieu urbain, à la fois coupure du canal, coupure des réseaux, donc la ville est vraiment segmentée à ce niveau-là, mais sur les franges, une interconnexion qui a lieu, ne serait-ce que par la main-d'œuvre. Alors le deuxième lieu, Grenelle, qui en lui-même est une zone industrielle, spécifiquement dédiée à l'industrie avec la création d'un port et la construction d'un port dédié à l'industrie. Et le meilleur exemple du développement de Grenelle, c'est ce transfert de la grande usine Caille qui était implantée à Chaillot, pas très loin d'ici, sur la colline de Chaillot, depuis 1817, avec l'alliance entre le distillateur d'Hérault, pharmacien distillateur d'Hérault, et le mécanicien Caille. Mais ça va créer quelques nuisances urbaines, et puis besoin de place, enfin toute une série de facteurs qui fait que Caille va déménager et va construire. Alors ça va pas être un déménagement d'une année sur l'autre, hein, ça va être progressif. Les deux usines vont continuer à fonctionner en synergie à un moment, puis ensuite l'abandon de l'usine de Chaillot pour l'implantation de Caille complètement définitivement à Grenelle, où il trouve à la fois des espaces, un port en eau profonde et aussi une tranquillité parce que son industrie provoquait beaucoup de nuisances sonores notamment. Alors on remarque dans ces deux illustrations que d'une part à Chaillot, l'usine était déjà un atelier d'assez grande envergure, mais que dans l'atelier de Grenelle, Caille met en place un marteau-pilon actionné par une machine à vapeur assez puissante, et que s'il fait encore usage de la charpente en bois, la charpente des menuisiers, il fait aussi appel à la charpente métallique pour le soutènement de certaines structures ou pour l'usage de ces machines. Alors l'industrie et la ville maintenant, pour terminer, où on va avoir les formes d'insertion urbaine. Et le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est finalement celui de l'insertion urbaine du nord-est de Paris. Et au nord-est de Paris, c'est tout d'abord, par exemple, le secteur du Faubourg Saint-Antoine, qui a été étudié par exemple par Dominique Hervier, où l'on voit une imbrication exceptionnelle entre les formes de logement, du bâti urbain et de l'activité artisanale et industrielle. Par exemple, ici, sur le bâti actuel, c'est-à-dire sur le bâti encore existant, sont pointés en noir les immeubles qui étaient des immeubles industriels au moment de leur construction. Donc, c'est-à-dire ce qu'il reste encore. Donc, on peut imaginer que certains ont été détruits aussi et qu'au XIXe siècle, ils étaient beaucoup plus nombreux. La grande vague de construction de ces immeubles industriels, c'est 1830-1870, en fait, et notamment sous le Second Empire. Et donc, dans ces grands immeubles industriels, sur plusieurs étages, eh bien, on a des dispositifs architecturaux très variés, des surfaces très variées, soit en chambre, c'est-à-dire sur une petite pièce, soit sur des ateliers qui peuvent accueillir des surfaces très larges avec des structures portantes qui peuvent être de 12 à 15 mètres, hein, et donc avec une rationalisation en fait, du travail qui peut être également importante sur plusieurs niveaux. Autre exemple très important, autre élément caractéristique de ces immeubles industriels, pas sur tous, mais sur certains, c'est le partage de la force vapeur, avec des installations de machines à vapeur en sous-sol ou en rez-de-chaussée, et un partage de cette force vapeur sur les étages, quelles que soient les entreprises, même si c'était des entreprises qui n'étaient pas liées, avec une location par des artisans de la force machine vapeur. Et donc ça permet à des petites structures artisanales qui n'avaient pas les moyens ou qui n'avaient pas, du fait de leur petite structure spatiale, la place pour mettre une machine à vapeur, de bénéficier de cette forme industrielle de l'énergie, tout en conservant une part d'activité artisanale. Alors ici, c'est un petit peu la même chose, mais nous avons ici les cours industrielles telles qu'elles existent encore dans le Faubourg Saint-Antoine, mais finalement, c'est le complément de l'image d'avant. Alors, si on resserre un peu l'échelle, nous avons ici quelques exemples d'ateliers
très très artisanaux, qui ne sont pas du tout celles de l'image de la grande industrie, où les savoir-faire sont très spécialisés, où on a encore un savoir-faire manuel, celle de l'artisan, où nous avons, donc vraiment, on est au milieu du siècle, des structures ici qui sont, vous voyez, déjà métallurgiques, donc 1854, qui permettent de dégager finalement un espace central, très pratique, pour l'acheminement des matériaux ou pour certaines tâches qui demandent un peu de place, ou parfois également pour servir de lieu d'accueil en tant qu'espace de vente, tout simplement, ou qu'espace de promotion et de publicité. Mais par ailleurs, on voit que sur les côtés, en rez-de-chaussée, mais parfois à l'étage, on a aussi des structures qui peuvent être très pratiques en termes d'espace, notamment pour des tâches plus individualisées dans le façonnage, sans pour autant être très loin du centre de l'usine. Vous remarquez également que ces structures métalliques permettent de faire entrer la lumière, parce qu'en toiture, nous avons des structures métalliques vitrées, et qu'à une époque où l'éclairage n'est pas encore électrique, et on travaille souvent à la lumière du jour, où il peut être dangereux d'introduire aussi de l'éclairage à gaz ou simplement à l'huile ou en chandelle. Donc ça peut être ces structures métalliques, cette architecture d'atelier, souvent en fond de parcelle ou en fond d'immeuble, donne vraiment un dispositif de travail très intéressant au milieu du XIXe siècle, en ville. On remarque aussi sur ces images qu'on voit des poulies et des courroies, ce qui permet de présumer l'existence d'une machine à vapeur à un endroit, souvent en fond de parcelle ou en rez-de-chaussée. Et donc on peut imaginer, notamment par exemple sur cette illustration, peut-être une cheminée. En tout cas, si machine à vapeur il y a forcément une cheminée. Alors, par ailleurs, dans la dynamique de l'implantation urbaine, la ville, le logement gagne sur l'industrie, mais l'industrie parfois gagne sur le logement. Par exemple, ici, l'exemple de Delcerre, donc c'est juste à côté d'ici, le site était vraiment voisin du Trocadéro, sur la colline de Chaillot. Delcerre avait, avant le décret de 1810 sur les industries insalubres, avait une raffinerie de sucre, donc quai de Passy, noté A ici. Et petit à petit, sur un croquis ici qui est fait en 1825 par un de ses voisins, petit à petit, Delcerre s'est agrandi en achetant des logements à côté ou des entrepôts ou des écuries. Il s'est agrandi au point d'avoir 4-5 usines différentes finalement. On les voit, elles sont représentées aussi par des cheminées ici, et puis des ronds qui signifient des fourneaux. Grignotage de l'espace par achats successifs, avec des plaintes du voisinage, parce que, évidemment, se retrouver encerclé par des usines n'est jamais très agréable. Des plaintes du voisinage, et petit à petit, une résolution de ces conflits qui vont durer plusieurs dizaines d'années, entre 1810 et 1840, une résolution de ces conflits par l'achat du voisinage par Delcerre, jusqu'à créer une usine de 4 hectares. En fait, une usine, c'est plusieurs bouts d'usine qui se sont mis en place progressivement par achats successifs, adjonction. Et donc ici, en 1836, quand Delcerre peut se targuer d'avoir cette machine à vapeur et d'avoir une grande usine, ce n'est pas une usine qui a été construite d'un seul bloc tel qu'on pourrait l'imaginer, la grande usine industrielle du XIXe siècle, mais c'est une usine qui s'est construite petit à petit en récupérant les espaces d'habitation, en les modifiant, en les transformant, en détruisant quelques-uns, mais en s'adaptant aux formes déjà existantes du bâti. Et donc l'industrie ici, vous le voyez, s'intègre très très bien à la ville déjà existante et profite, s'adapte à ces différentes structures, à ces différentes architectures. Donc l'usine construit, mais aussi récupère des formes anciennes qu'elle met à profit, parce que construire une usine, ça coûte toujours cher, et que récupérer un bâtiment déjà existant, ça peut faire des économies. Et cette structure de grignotage, alors je vous ai montré l'exemple de Delcerre, mais on la trouve beaucoup, par exemple, dans le bassin de la Villette. Par exemple, Félix Potin avait une grande usine d'agroalimentaire dans cet endroit-là. Et au fil du temps, entre 1870 et 1890, achats successifs, parfois achats de voies publiques, avec fermeture de voies publiques et fermeture de l'espace urbain. C'est aussi ce qui s'est passé à Boulogne-Billancourt avec la grande usine Renault, qui s'est ensuite étalée sur plusieurs dizaines d'hectares, 40 hectares dans le secteur Boulogne. Autre exemple d'insertion urbaine,
le bijoutier Christophe, qui va se reconvertir, qui va se reconvertir dans la fabrication de fourchettes, de couteaux, de tout ce qui concerne la cuisine, et qui construit une usine. Là, vous le voyez, il construit une usine en tant que telle dans les années 1845, rue de Bondy, c'est-à-dire qu'on est ici dans ces quartiers du nord-est de Paris, mais intramuros. Et lui, il réussit très bien à construire son usine avec des formes architecturales très variées. Tout d'abord, un hôtel plutôt particulier qui a pour office de faire office de prestige, et puis ensuite des ateliers en fond qui ont des volumes très divers, qui reprennent finalement une architecture d'habitation, parce que dedans, il y a des structures artisanales qui font appel à une main-d'œuvre qui travaille en chambre, quasiment. Donc parfois des grands ateliers sous verrière, mais aussi des formes qui sont de l'ordre du logement. Et par exemple, dans ces ateliers, nous trouvons des ouvriers qui travaillent sur des systèmes alimentés par la machine à vapeur, donc avec une première forme de division des tâches très spécialisée. Mais on trouve également des tâches qui peuvent être réalisées dans une pièce de façon très autonome et qui reposent sur un savoir-faire d'un ouvrier très très spécialisé. Autre forme intéressante d'implantation urbaine, c'est celle sur laquelle j'avais travaillé sur la Maison des Métallos, où là, à la fois implantation urbaine, mais aussi dynamisme d'une activité industrielle. C'est un fabricant d'instruments de musique qui, au départ, s'appelle Guichard, qui travaille dans le Marais, qui fabrique des instruments de musique de très grande qualité, qui a simplement un atelier de quelques pièces, qui va être racheté par un autre fabricant d'instruments de musique, qui s'appelle Gautreau, qui lui-même se marie sa fille à un banquier, donc alliance du savoir-faire technique et des capitaux, et qui vont racheter un autre fabricant d'instruments de musique Tribert, donc une alliance de plusieurs artisans en fait. On voit une évolution de l'ordre de l'entreprise liée au savoir-faire, au dynamisme et au financement, et qui vont acheter un terrain en 1881, un terrain ici qui était occupé, ici c'est un plan de 1866, qui était occupé par un menuisier. Et ce menuisier, M. Pelletier, avait des bâtiments en début de parcelle qu'il louait en tant que logement, et puis qui avait des remises et un grand hangar industriel sur le fond de parcelle. Et c'est sur cette parcelle que Gautreau-Quénon construit une usine en tant que telle. On est ici rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement, donc dans un des faubourgs de la ville. Mais on est donc sous la Troisième République et l'industrie n'est pas du tout rejetée de la ville. Au contraire, elle trouve ici une parcelle très favorable à l'implantation urbaine, puisque l'atelier de fabrication en tant que tel va être rejeté ici en fond de parcelle, avec la création d'un hôtel industriel dans lequel, au rez-de-chaussée, on va trouver un magasin de vente, mais dans lequel on trouve aux étages différents ateliers de finition et par lequel toutes les matières premières vont rentrer en sous-sol pour alimenter une machine à vapeur qui est au fond de parcelle avec une cheminée ici. Quant aux bâtiments ici, ce sont des bâtiments de logement qui sont loués à des personnes extérieures à l'usine, et donc ça rapporte un revenu foncier à l'industriel. Et sur rue, on a un restaurant, une salle de jeu, un billard, qui permet aussi de montrer que l'industrie en fait se construit avec la ville et non pas en opposition. Et ce type d'urbanisme, ce type de réalisation donne une architecture d'usine, telle qu'on le voit ici, avec une grande halle de construction. Ici, on a une grande halle de 700 mètres carrés qui permet à une série de tâches industrielles souvent surétablies en fait, de se réaliser, mais aussi également à l'étage, et avec une force motrice qui est répartie sur les côtés, alimentée par la machine à vapeur, et qui permet à ce type d'industrie de rayonner non seulement à Paris, mais partout dans le monde, puisque, année après année, cette entreprise remporte toute une série de médailles aux expositions universelles et exporte ses produits aux États-Unis. On voit ici le chef d'entreprise, Quénon, que l'on voit également ici, dans un voyage aux États-Unis, et se fait prévaloir de la qualité de ses instruments de musique en se photographiant, par exemple, ici par Nadar. Alors évidemment, ce site, Gautreau-Quénon, dans ce qu'on appelle actuellement la Maison des Métallos, c'est un cas un petit peu particulier, mais c'est un cas qu'on retrouve
dans d'autres types d'industries, parce que quand on regarde les récompenses des médailles de l'industrie et des expositions de l'industrie au fil des expositions, 1867, 1889, 1900, on se rend compte que la plupart de ceux qui raflent la mise sont parisiens, en fait, et on retrouve cette insertion urbaine telle que je vous la montre ici, dans beaucoup de faubourgs, 10e, 11e, puis ensuite 18e, 19e, 20e arrondissement surtout, mais on en retrouve aussi dans le 15e et le 14e arrondissement, ce n'est pas exclusif. Alors, il est temps de conclure. Conclure dans l'idée que, effectivement, Paris Industrie, j'espère vous avoir convaincu que ce sont deux termes qui ont un sens pour le 19e siècle et dont on a beaucoup de mal à retrouver les traces au 20e siècle. Je vous ai donné quelques éléments d'indication architecturale, paysagée, patrimoniale, mais il faut vraiment chercher actuellement dans cette ville du 21e siècle pour retrouver ces traces de l'industrie. Parce que, par exemple, même quand vous regardez la maison des métallos, la maison des métallurgistes, dans le 11e arrondissement, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, quand vous regardez cette façade ici, on peut se demander si finalement c'était une industrie ou pas. Et cette façade est l'exacte façade de celle qui a été construite par l'industriel en 1881. Le seul indice finalement qu'on va retrouver, ça va être une lyre qui va être positionnée là, ici sur ce portail, une lyre qui est donc le symbole de l'activité d'instruments de musique de cette usine. Mais finalement, l'industrie à Paris avait adopté aussi les modes de l'urbanisme, de logement de la ville haussmannienne ou de la ville de la Troisième République et se fondait à merveille dans l'urbanisme parisien. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas facile. C'est pas facile non plus parce que en fait, il reste très peu de traces de l'industrie, de ces usines. Elles ont bien souvent été détruites, ou certaines sont en fond de cours à titre privé, elles ne sont pas accessibles. Donc, ce n'est pas facile de retrouver les traces de l'industrie à Paris. Il faut avoir quelques codes de lecture en termes de patrimoine et aussi d'histoire de la ville. Alors, je vous ai mis quelques éléments ici, quand même emblématiques de cette industrie. La teinturerie des Gobelins, qui a été réhabilitée il y a quelques années. Alors évidemment, là, on n'est plus seulement au XIXe siècle, parce que la teinturerie des Gobelins, c'est une longue histoire qui débute au XVIe siècle et peut-être même avant. Et l'industrie Christophe, parce que je vous en ai parlé, mais ici, ce n'est pas Paris. Ici, on est à Saint-Denis, parce que Christophe avait délocalisé sa production, comme d'ailleurs Gautreau-Quénon, en fait, mais au XXe siècle. Au XXe siècle, Christophe, Gautreau-Quénon et d'autres abandonnent leur usine de Paris pour s'implanter ailleurs, parce qu'au XXe siècle, les logiques sont un petit peu différentes. Et puis, également, autre symbole de cette architecture industrielle, alors on n'est pas ici dans une usine, mais c'est un produit de l'industrie, ce pavillon Baltard que l'on trouve à Nogent-sur-Seine, qui est en fait un rescapé de la destruction des usines, des halles, de la construction métallique des halles, telle qu'elle avait été construite au Second Empire, et pour lesquelles je vous avais montré une photo. Donc, pas facile, effectivement, de traquer et de tracer l'industrie à Paris du XIXe siècle. L'histoire est là pour restituer, finalement, la justice et l'importance que l'on doit, pour Paris, en tout cas, à l'industrie. Et effectivement, c'est aux historiens, mais aussi aux architectes et ceux qui se battent pour le patrimoine industriel, aussi aux architectes paysagistes, de nous faire ressortir tous ces symboles de l'industrialisation et qui ont construit Paris tel que nous la connaissons aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.